3, 2, 1. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des... New York Knicks. Et voilà, c'est le retour. Vous nous aviez attendu, ou pas, peut-être, je sais pas. Mais cette fois, on est bel et bien de retour. Petit changement de décor me concernant, je suis en plein déménagement, donc vous étonnez pas. J'ai pas renié mon amour pour les Knicks, il reste un petit peu de déco vite fait, ça fait peut-être un peu cheap. J'espère qu'il y aura pas trop d'écho, mais on est là, on est de retour, ça y est. On a mis un petit peu de temps pour reprendre, on avait plein de sujets, plein de projets, plein de choses en cours. Et ça y est, voilà, on a aussi pris un peu de réserve vis-à-vis des nuits qui vont être assez riches, je pense, cette saison, avec les Knicks qu'on attend avec impatience. Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois, comment ça va? Eh ben écoute, comme tu l'as dit, il a fallu recharger les batteries. En plus, moi, je suis aussi un peu les Rangers au hockey, donc ça fait pas mal. Eux, ils ont repris déjà la saison. Mais ça y est, hein, on y est. Cette saison tant attendue, hein, qui se profile avec d'énormes attentes, d'énormes espoirs, d'énormes, comment dire, enfin envie de les voir enfin performer. Donc ça y est, on y est. On va être vite fixé. On y est, c'est reparti pour nous aussi. La saison NBA se lance dans quelques jours. Eh bien, c'est le moment de lancer le 131e épisode. Partie 1, partie 2. Peut-être que c'est tellement gros cet épisode qu'on va peut-être splitter ça en deux, histoire que ça soit un peu plus digeste pour vous. Et on est hypé comme jamais. Alors, on va pas perdre de temps. On va lancer la hype sur KNF TV, Avenix Weeks, saison 2025-26. C'est parti. Let's go. So good, just a week ago. Last week I had everything. One to go. Cette saison, la KNF va réaliser son 10e voyage aux États-Unis. Vous êtes déjà très nombreux à être venus supporter les New York Knicks dans les plus grandes salles NBA avec nous. Et encore une fois, la KNF va faire les choses en très grand pour vous, car cette saison, apprêtez-vous à embarquer pour le 2K26 Capital Empire Trip. Et on démarre très fort. Le 2 février 2026, destination la capitale, Washington DC. Pas pour y voir le président, non, mais Washington, c'est une affiche symbolique pour la KNF. Rappelez-vous, en 2019, la KNF organisait son premier grand voyage hors de New York et c'était déjà contre les Wizards. Lors du KNF London Project, alors après s'être envolé pour Los Angeles, Philadelphie ou encore Miami, l'heure est venue d'aller visiter DC. Une ville monumentale, pleine d'histoire, la Maison Blanche, le Capitole, le Lincoln Memorial, un décor unique à couper le souffle. On ira même marcher sur les traces de notre légendaire Patrick Ewing à Georgetown, chez les Hoyas, là où tout a commencé pour lui. Et le soir, place au spectacle NBA, dans l'une des plus grandes salles de la Ligue. C'est un match spécial qui nous attend. Le capitaine des Bleus, notre bon Gershon Yabusele, va retrouver ses jeunes coéquipiers. Les tricolores Bilal Koulibaly et Alexandre Sarr seront de la partie. Bref, une affiche qui s'annonce déjà plus que sympathique, dans une ambiance où les Knicks fans se feront assurément entendre. Mais ce n'est que le début, car derrière, cap sur New York City. On transite directement à Penn Station. On pose nos valises à l'hôtel en plein cœur de Manhattan pour un retour à la maison. Et puis direction la Mecque du basket, le seul et unique Madison Square Garden. Car oui, c'est un back-to-back qui nous attend et qui attend les Knicks. Et pas pour n'importe quel match. Là encore, un affrontement qui a une saveur particulière pour la KNF. C'était l'affiche de notre tout premier KNF Mega Trip en 2017. Pour notre 2K26 Capital Empire Trip, les Knicks reçoivent ni plus ni moins que les Denver Nuggets de Nikola Jokic. Celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur au monde. Une machine à triple-double, un multiple MVP, un champion NBA. Bref, l'un des joueurs les plus dominants de sa génération. Une affiche de rêve, un duel titanesque avec JB et Katz, et pour beaucoup d'observateurs, la finale NBA avant l'heure. Tout ça dans un Garden en fusion pour un match d'exception.
On vous donne rendez-vous du 2 au 7 février 2026 pour vivre avec nous une aventure inoubliable. Washington, New York, des monuments légendaires, des matchs de rêve, une fan expérience NBA avec la KNF, des souvenirs gravés à vie, le tout qui est 26 Capital Empire Trip, c'est bien plus qu'un voyage. C'est une immersion totale au cœur des États-Unis et au cœur de la NBA. Tous les détails du voyage seront présents sur notre site web www.knicksnationfrance.com, rubrique voyage. Les places étant limitées, ne tarde pas et ne laisse pas passer la chance d'en être. Alors, une seule question. Es-tu prêt à embarquer avec nous pour cette expérience NBA hors du commun? Et voilà, oui, on démarre la saison avec cette belle grosse annonce, le 2K26 Capital Empire Trip. C'est tout un programme, c'est un programme avec un voyage associatif, mais 2 matchs NBA et 2 villes. J'ai plus assez de doigts, voilà, bref, vous avez compris, Washington DC, New York City. New York City, on connaît, le Madison Square Garden, on y va tous les ans, et ben on va y retourner. Et en plus, on aura l'occasion d'aller faire une excursion en capitale fédérale. Donc un voyage qui promet tout un tas de beaux souvenirs. Les Washington Wizards, une équipe jeune, des Français, bon, on verra ce que ça vaut. En tout cas, l'autre match, les Nuggets, c'est pourquoi pas l'affiche avant l'heure tant espérée pour les Knicks fans, de retrouver cette affiche-là aussi au mois de juin. Il faudra montrer des choses dès la saison régulière. La saison dernière, les Knicks n'étaient pas trop mal sortis face aux Denver Nuggets. Revival du premier voyage, les Nuggets. Oh ouais, oui, c'est ça en fait. C'est un voyage qui a des saveurs de revival. Autant pour le tout premier en 2017, en février 2017, j'étais de la partie. C'était le tout premier match qu'on avait pu voir avec la KNF. Eh bien, on va les voir de nouveau. Le temps a passé. Depuis, on parle de contenders ou d'anciens champions pour les Nuggets. Et pour les Knicks, on aimerait bien aussi les imiter avec ce titre qu'on convoite tant depuis tant de temps, depuis tant de décennies. C'est peut-être cette saison. Et ben voilà. En tout cas, les inscriptions sont encore possibles. Vous avez jusqu'à la fin du mois d'octobre pour vous inscrire. Toutes les informations sont bien évidemment sur le site web de la Knicks Nation France, knicksnationfrance.com, dans la rubrique voyage. Donc n'hésitez pas, les premières places sont déjà parties. Il en reste encore un petit peu. Donc voilà, si vous voulez être de l'aventure, de la partie de ce nouveau voyage associatif, le 10e. Et oui, c'est pour ça qu'on a mis un décompte en début de vidéo promotionnelle. On a déjà fait 9 voyages sur le sol américain. On a fait un 10e voyage qui était à Londres et face à ces Washington Wizards. Oui, voilà, c'est une affiche, un combo qui n'est pas anecdotique pour nous. La dernière fois qu'on avait joué les Wizards sur un voyage associatif, c'est les Wizards qui avaient gagné. C'était pas du tout les mêmes effectifs. On parlait à l'époque de Frank Ntilikina, de Bobby Portis, peut-être qu'il était au Knicks. Non, il était peut-être pas encore au Knicks. Non, je confonds. Mais en tout cas, Thomas Bryant, oui, il nous avait fait mal avec sa petite claquette. Isozo, Alonzo Trier, Emmanuel Mudiay, oui, c'était ces joueurs que les Knicks avaient dans leur effectif et il n'y avait pas eu de John Wall. John Wall était blessé en face, mais Bradley Beal était bien présent et les Wizards s'étaient imposés. Donc il y a une revanche à prendre et cette fois-ci, on va aller se déplacer en capitale fédérale pour essayer de prendre cette revanche. On les connaît les affiches des matchs européens cette année? Je n'ai même pas fait attention à ça. Alors il y a des matchs européens, il n'y aura pas de match à Paris, il y aura des matchs en Angleterre et en Allemagne. Il y a Manchester et Berlin. Mais je crois qu'il y a Orlando et c'est pas Memphis qui se déplace en Allemagne, un truc comme ça. Ouais. Ah oui, je crois. On a été moins intéressés. C'est le Desmond Bain Olympico, Desmond Bain Pico. Ouais, voilà, je sais pas, les Allemands avaient envie, les Allemands avaient sûrement envie de voir les Wagner, je sais pas, je prononce peut-être pas bien, chez eux, avec la délégation floridienne du Orlando Magic, une équipe du Magic dont on se méfiera, mais qu'on ne verra pas, on n'aura pas la chance de les voir cette saison. Nous, ça sera venir Washington Wizards et Denver Nuggets. Dennis Schroeder, il est au Kings, je crois. Il est au Kings, ouais. Il est parti au Kings. Ah là là, les Allemands, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, les événements associatifs de cette nouvelle saison associative. Association loi 1901, vous le savez, on approche des 10 ans et on est déjà à 10 voyages sur le sol US. Donc faites partie de l'aventure KNF pour passer de bons moments, d'agréables souvenirs. C'est début du mois de février. Toutes les informations sont sur le site. Paiement en 3 fois sans frais. Et également, voilà, c'est parti pour les événements associatifs. Et
bah, on parle de cet événement qui est le KNF Trip, mais il y a déjà eu de la KNF Viewing Party qui s'est passée. C'était pour les matchs de pré-saison. Il y avait une première date le samedi 4 octobre, j'ai cherché la date, mais elle est sous mes yeux, pour le match 2 face à la délégation, hein, la formation des Philadelphia Sixers, sans Paul George, sans Joel Embiid. Bah ouais, ils sont souvent blessés ces gars-là. Ça nous a pas empêché de passer un bon petit moment avec une partie de la communauté, de la fanbase des Knicks. C'était ça au mois de... Ouais, déjà, début du mois d'octobre, le temps passe vite. Donc restez à l'affût pour connaître les prochaines dates des événements. Ça sera en saison régulière, on aura d'autres affiches à vous proposer. Ça arrive très bientôt. Bon, de la hype par rapport à ce qu'on essaye de proposer en tant qu'association... Voilà, c'est fait. On a passé notre petit moment promotion, mais les Knicks aussi nous donnent tout un tas d'éléments pour nous faire monter cette hype. Et ça n'a pas tardé avec la semaine dernière, la révélation officielle, après les leaks qu'on avait pu voir en Media Day. Là, ça y est, on sait à quelle couleur vont s'habiller les Knicks en Statement Edition. L'annonce du nouveau jersey Statement, il y en a un tous les 2-3 ans. Hein, c'est un peu plus variable, un peu plus longue durée que les City Edition. Et là, on va avoir un jersey qui va reprendre des inspirations d'une version qu'on avait déjà eue. Un petit peu de noir, enfin une dominante noire, quelques bandes dégradées qui rappellent les belles couleurs des rayures du Madison Square Garden. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce nouveau jersey officialisé? On attend pour l'officialisation du City, mais le Statement Edition sera une version dominante noire. T'aimes bien, t'aimes pas trop? T'as trouvé bof? Tu vas craquer un petit billet, un gros billet dessus? Comment tu l'as trouvé? Comme tu dis, il a des idées de retour du City Never Sleep, quoi. C'est avec le logo milieu. Déjà à la base, celui-là, moi, j'étais pas fan des couleurs, j'étais pas fan du dégradé sur les côtés, et ça change pas. Déjà à la base, j'achète pas de maillot, je suis pas très maillot, je suis plus t-shirt ou sweat, mais sinon, non. Il m'a pas. Il t'a pas plu. Non, j'ai pas eu la. J'ai vu des leaks par contre de l'autre maillot qui doit. City. Voilà, le City. Là, celui-là, j'ai plus aimé. Je pense il a un côté plus saveur années 90, 2000. Là, non, je suis pas. Non. Non, ok. Moi, j'avoue que le City Edition, c'était un City Edition, le noir avec le rond City Never Sleep. J'ai pas craqué dessus, j'avais pas trop aimé. J'ai pas mal de jerseys, hein, un jour on dévoilera un petit peu l'entièreté de la collection. Mais celui-là, non, j'avais fait l'impasse. Sur le City, même en occasion, j'ai jamais trop accroché. C'était pourtant les années Randall, bon. Voilà, ouais. Quoi, mais non, alors que le Statement, pardon, de la saison dernière, le bleu marine et puis avec un petit dégradé orange, ouais, je le trouvais plutôt pas mal. Là, celui-ci en noir, moi, il me plaît plutôt bien, même en version portée, je le trouve plutôt intéressant. Donc à voir, il aura une durée de vie un petit peu plus longue que les City Edition. Et le City Edition en blanc, bon, attendons de le voir porter. Pour l'instant, il n'a pas été encore officiellement révélé. Ce ne sont que des leaks, des leaks qui sortent quand même de magasins de magasins US. Mais on connaît la force de frappe de la marque Kiss, qui est toujours en association avec la création de ces City Edition depuis quelques saisons. Donc ils devraient nous faire une campagne qui devrait peut-être nous donner encore plus l'eau à la bouche. Pour sûr, ça risque de claquer du billet, du dollar, pour renouveler encore la garde-robe Knicks pour cette saison à venir. Mais ouais, moi j'aime plutôt bien le Statement. Je pense que le Statement, il aura une partie de mon argent. Il aura une partie de mon argent. Et puis, au rayon des nouveautés sur les jerseys, parce qu'il y a ces nouveautés vis-à-vis du dress code des Knicks, mais la NBA nous fait aussi une nouveauté. Les rookies auront droit à un petit patch, marqué début de saison. Alors, est-ce que c'était nécessaire de mettre un badge? Est-ce que tu es au courant de pourquoi? Je sais, et tu vas nous le dire, parce que toi, tu es encore plus spécialiste du domaine que moi. Mais voilà, la NBA innove, et c'est pas totalement innocent. Pourquoi donc? Dis-le-nous. Déjà, le marché des cartes était la chasse gardée de Panini, qui en avait l'exclusivité pour la NBA, hein, je parle exclusivement pour la NBA, c'était Panini. Sauf que Panini, en fait, a perdu son exclu au profit de Topps.
Tops aussi, était, ouais, exactement ce que j'allais dire. C'était une grande marque dans les années 90, 2000. C'était au même titre que les Fleer, au même titre que Hyperdeck, que voilà. Donc il y avait plusieurs manufacturés de cartes. Donc c'est Tops maintenant qui récupère l'exclusivité. Et donc en fait, ce petit macaron NBA début va être intégré à une carte one-to-one, forcément, hein, parce que il sera porté que sur le premier match, ce patch. Donc autant te dire que ça va faire des cartes qui vont se vendre à des milliers, voire pour certains des dizaines de milliers d'euros. Bon, ni toi ni moi on en aura une en main, hein, faut bien se... Je pense pas. Je pense que la Cooper Flag va partir à un prix très élevé. Est-ce que la Mohamed Diawara Nix va partir à un prix aussi élevé? Non, pas autant élevé qu'une Cooper Flag, mais ça sera très élevé. Tu vas taper dans du 1000, dans du 5000, 6000, 10 000 $. Ça va être très très cher. Et la Cooper Flag, je pense qu'on sera sur des bases assez insane de peut-être même des centaines de milliers de dollars. Hein, quand tu vois que les UD cartes sont partis à des millions. Donc voilà. Mais c'est uniquement fait pour ça. Pour le Game One. Voilà. Donc, je pensais que c'était sur toute la saison, mais non, c'est juste pour le Game One. Ouais. C'est pour ça ça va être une one-to-one. C'est pour ça qu'elle va être encore plus chère. Parce qu'en fait, il n'y en aura pas deux du coup. Hein. Ça y est. Pense à ces pauvres rookies qui vont faire leur tout début en NBA. Ils pourront même pas garder leur maillot. On va le reprendre. Et puis on va le découper et on va le mettre en vente. Peut-être qu'il y aura un deuxième petit jeu rien que pour eux. Qui revendront quelques années plus tard sur Vinted. On ne sait pas. Sur Vinted. Cooper Flag sur Vinted. N'oubliez pas de le suivre. Voilà, en tout cas, il y a du changement aussi sur la tenue des Knicks. Et puis les Knicks, pour faire monter la hype, ok, c'est bien des beaux maillots. Mais on a, comme tous les ans, connu le Media Day ou le Content Day à voir. Gershon a parlé de Content Day. Josh Hart, tu sais quoi, c'est un Content Day. Nous, on fait des Media Day. Bon. Vous savez ce que c'est, vous les connaissez depuis maintenant de nombreuses années. Les petites séances photos, les petites vidéos et séquences qui viennent un petit peu nous divertir tout le long de la saison pour savoir qui mange quoi, qui a quel restaurant préféré, qui écoute quoi comme musique. Bon, c'est toujours sympa ces moments de retrouver un petit peu les Knicks en rentrée officielle pour les médias. L'année dernière, on s'en souvient, Karl Anthony Towns était rentré par des portes dérobées parce qu'il venait tout juste de se faire recruter, mais il n'était pas encore officiellement un Knicks. Là, cette saison, c'est bon, il n'y avait pas de retardataire, tout le monde était là, tout le monde était présent à l'appel, même Mitchell Robinson. Bah oui, Mitchell Robinson l'année dernière aussi, bien qu'il était des Knicks depuis un moment, il n'était pas venu, blessé, on va savoir pourquoi. Là, on a eu tout le monde. On a pu voir les premières photos en tenue officielle de Gershon Yabusele. Les recrues de cette intersaison, on n'a pas eu le droit à un petit moment officiel, presse. Non, ça a dû attendre les Media Day. Et puis les premières déclarations sur l'état de forme des uns, des autres. Le doigt de Josh Hart cassé. Je sais ce que c'est, j'ai un doigt cassé aussi, mais il n'est pas aussi abîmé que Josh Hart. Bon, après, je joue peut-être pas autant de matchs que lui, et clairement pas autant de matchs. Josh Hart, c'est l'homme qui vaut les 3 milliards. Hein. Il est pété au doigt, là maintenant il s'est pété pareil, la cheville ou je sais pas quoi là. Enfin, c'est. Ouais. Un petit peu baissé, mais voilà, en tout cas, ça permettait d'avoir les premières déclarations. Bon, déclarations de politique, de sportive de Mike Brown. C'était aussi les premières déclarations de Mike Brown, parce qu'on était resté l'été dernier, hein, on arrive en automne maintenant, avec l'épisode précédent où on faisait le débrief, et il n'y avait toujours pas de coach des Knicks aux Knicks. Hein, on avait dit merci, au revoir à Tom Thibodeau. Ça y est, entre-temps, quand même, après un long process de recrutement, Mike Brown a été officialisé head coach des Knicks. On n'était pas revenu dessus. Il faisait partie des nombreux noms qui circulaient. Presque tout coach en activité a reçu un appel de Léon Rose pour savoir s'il était intéressé. Et puis, il y avait quelques coachs qui n'étaient plus en activité. Ils ont tous signé en plus. Ils ont tous re-signé. Ils ont tous re-signé. Ouais, bravo, hein. On fait monter le marché. J-Kid, qui était un temps très convoité, a prolongé. Hein, donc Billy Donovan aussi. Parce qu'il était autant convoité, mais il a aussi prolongé. Est-ce que ça va c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Faut demander aux fans des Bulls.
on verra, leur projet continue et le nôtre a changé. Voilà, Mike Brown, ancien coach des Sacramento Kings, qui leur avait permis de retrouver les playoffs et de rallumer la lumière. Light the Beam, c'était un peu sous son passage. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est hypé, pas hypé? On a déjà vu un petit peu Mike Brown en exercice, de par la pré-saison. On va revenir sur les premiers matchs, les déclarations et tout. On a un profil de coach qui est différent, en tout cas dans sa communication. On est tout de suite sur plus de bonhomie, clairement, plus de sourire, plus jovial que ne pouvait l'être Tom Thibodeau. Déjà ça change des choses. Mais après, qu'est-ce qu'on en pense de Mike Brown, Onyx, Mike B? Après, je sais pas s'il y avait si mieux que ça sur le marché. Je pense que leur cible numéro 1 était Jason Kidd. Je pense que la cible numéro 1 était Jason Kidd pour le passif avec Jalen Brunson. Je pense qu'ils voulaient vraiment un petit peu retrouver cette connexion. On perd donc un coach pour qui Jalen Brunson avait beaucoup d'admiration, il l'a dit, Tom Thibodeau, c'était un coach qui a compté énormément pour lui. Et je pense qu'il voulait garder justement cette relation coach-star avec donc un autre coach qui a compté pour Jalen Brunson, donc en la personne de Jason Kidd. Ça s'est pas fait. Les Mavericks qui sont opposés, lui visiblement était peut-être pas contre entraîner à New York. Bon, ça s'est pas fait. Après, il y avait d'autres noms sur le marché, des Jenkins. Visiblement, Jenkins a été auditionné. Enfin, en tout cas, il a eu un entretien. Il y a Budenholzer n'a pas eu d'entretien. Clairement, lui, il a été écarté immédiatement. Et donc, ensuite, on a eu Mike Brown qui est sorti du chapeau. Et aussi, j'ai perdu son nom en tête, mais l'ancienne coach féminin de Team USA et d'une équipe de WNBA, mais j'ai perdu son nom, qui a été aussi on en avait parlé, auditionné. une dame qui aurait pu être la première coach féminine en activité. Il y a déjà eu des assistants, on pense entre autres à Becky Hammon, mais non, effectivement, oui, il y a eu une shortlist qui s'est mais elle aussi a passé un entretien. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'après le nom de Mike Brown est tout de suite était quand même sorti après quand même ça s'est vite murmuré, les murmures se sont transformés en entretien. Son entretien s'est transformé en, je crois, en second entretien où ça s'est montré de plus en plus insistant, et puis à la fin donc il a signé. Finalement c'était un secret de polichinelle quand il a signé. Qu'est-ce qu'on en pense? On verra, on verra sur la durée. Je ne sais pas si ces préceptes de jeu qu'il prône et qu'il a notamment donc raconté en Media Day ou qu'il a essayé de mettre en place sur les quelques matchs de saison de pré-saison sont adaptés aux joueurs des Knicks. C'est-à-dire il veut un jeu rapide avec une pace très 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 haute, très élevée. Est-ce que c'est le type de jeu pour un Towns? Est-ce que c'est un type de jeu pour un Jalen Brunson qui vont devoir donc s'adapter à ça? Parce que mine de rien, même s'ils sont déjà en place et même si Jalen Brunson, ça fait déjà 3 saisons qu'il est là, au Knicks, mais n'empêche qu'il va devoir s'adapter, ou 4 saisons, il atteint sa 4e saison. Il va devoir s'adapter à ce coach, à cette façon de jouer, donc ça va être tout nouveau pour tout le monde. Voilà, on verra. Après, écoute, je pense qu'il était temps, mais ça je l'avais déjà dit, de tourner la page de Tom Thibodeau. Maintenant, Mike Brown est là. Écoute, bienvenue Mike. Il est sympa, il est marrant, il a une bonne relation avec les journalistes. Il est très avenant dans sa façon de se comporter. On verra sur le long terme. Je dis pas que c'est une mauvaise signature. Je pense que c'est un bon coach NBA. Il faut pas oublier qu'il a été aussi amené à gérer un roster, notamment avec les premières années de LeBron James. Ils sont allés en finale NBA avec lui. Après voilà, ce qu'on lui reproche, je crois, c'est que les premières saisons c'est tout beau, tout rose et c'est un peu la fête à la maison. Et les autres saisons, ça commence à être un peu plus. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas ce qu'on reprochait aussi à Tom Thibodeau? Donc on verra. On verra comment ça va se passer avec lui. Écoute, maintenant c'est le coach des Knicks. Écoute, bienvenue. Et puis on a hâte de voir ce qu'il fera de ce roster. C'est quand même quelqu'un qui connaît son métier, qui connaît son job. Voilà. Donc je pense que il a une vision. Il a une vision de jeu.
Il sait qu'il y a la pression à New York, il sait qu'il y a la pression du résultat à New York. Je pense que lorsqu'il y a eu les entretiens, on ne s'est pas caché de lui dire. Je pense que Léon Rose ne s'est pas caché de lui dire, écoute mon grand, t'as vu l'équipe, t'as vu ce qu'on a monté. Là maintenant, en fait, cette année, on ne se contentera pas des finales de conf. Il va falloir aller au-dessus, au-delà. Donc, et on pense que tu es le mec de la situation. Donc, je pense qu'il est au courant de tout ça. Hein. Il n'est pas à la tête des Kings. Donc, écoute, on verra. On verra sur le long terme. Dédicace pour la franchise floridienne. Mais effectivement, c'est un choix qui était peut-être pas le choix premier de certains fans. C'est un choix qui s'est imposé. Il fallait faire un choix. Un choix a été fait. Mike Brown est maintenant le nouveau head coach. Il était trop tôt, mais le choix n'est pas fait. Pour le coup, il n'était pas fait. Ça a été long, ça a attiré certaines moqueries de la part d'observateurs. Oui. Eh bien, il fallait prendre le temps de faire son choix. Ce choix a été fait avant le début de la pré-saison, avant la Summer League. Donc, ça a laissé de toute façon le temps pour bien travailler avec ce nouvel effectif. Oui, Mike Brown arrive avec son CV. Il y a des réussites, il y a peut-être quelques bouts de casserole, admettons. Il a eu de belles expériences aussi en tant qu'assistant avec les Warriors. Donc ça aide à voir aussi comment avoir des préceptes offensifs avec aussi un meneur très fort. Donc est-ce qu'il va arriver à prodiger un jeu aussi orienté sur le 3 points? Ça a l'air d'être dans ses ambitions. À voir. Il veut un jeu où l'équipe court beaucoup. Il y a des joueurs qui ont ce profil. Et tu sens que Mikal Bridges, il veut vraiment en faire presque son homme de base hein, de ce projet-là. Il se montre très élogieux vis-à-vis de lui. Et j'ai l'impression que les Knicks ont beaucoup d'attentes sur Mike Brown. Et j'ai l'impression que lui a beaucoup d'attentes sur Mikal Bridges, qui voit comme vraiment son homme à tout faire sur le terrain. Quoi. Il veut... Il tarit pas d'éloges en tout cas sur lui. Hein, je pense que dans les critiques qui ont été émises avec Tom Thibodeau la saison dernière, c'était entre autres l'utilisation de certains joueurs. Et dans certains joueurs, c'était Mikal Bridges qui semblait un peu en retrait, un peu pas trop savoir comment être impliqué offensivement. Donc à voir si Mike Brown arrive à plus l'impliquer. Est-ce que ça sera au détriment d'autres joueurs? À voir. Pour l'instant, la pré-saison nous a livré quelques indices ou pas. On va en parler après, mais dans son intention, c'est de faire jouer plus offensivement, plus vite, shooter plus vite, plus de 3 points, donc à voir si c'est un jeu qui plaît, si c'est un jeu qui est en adéquation avec l'effectif en place. Il a dit aussi qu'il voulait une équipe en forme, qui arrive en forme pour les playoffs. Qui arrive avec du jus, qui arrive en forme pour les playoffs, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit ça, voilà, forcément, on s'attend à une meilleure gestion de l'effectif sur la longueur de la régulière. C'est ce qu'il dit, voilà. C'est que lui, ok, la saison régulière, d'accord. Il veut jouer différemment que Tom Thibodeau, ça on l'a vite compris. Mais il a aussi dit, si c'est pour qu'on arrive avec des mecs cramés en saison régulière, en playoff, ça a pas de sens. Donc, il va falloir s'attendre, je pense, à sûrement des rotations peut-être en 9 sur la fin. Mais je pense qu'on va être sur le premier tiers. Je pense qu'on sera sur des rotations à 10 voire 11. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'il va y avoir... Et puis, je pense qu'il y aura peut-être une gestion différente des bonhommes avec peut-être un peu plus de load management en mode ah ben tiens on va affronter je sais pas, je vais te dire une connerie, Charlotte ou machin, ah ben tiens Jalen Brunson ou Kat joue pas à ce match, c'est marrant, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une gestion des effectifs qui va être aux antipodes de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. C'est mon avis. On verra. En tout cas, c'est vrai que les intentions et la façon de durer en régulière pour arriver en état de forme en playoff, c'est très important. C'est valable pour toutes les équipes, hein, finalement. Ah. Mais on verra si les blessures... Après, sur les dernières campagnes, les mecs sur les dernières campagnes, les mecs arrivaient... bon, t'as été freiné un peu par les blessures, mais sinon, les mecs arrivaient avec du jus, en pleine bourre. Jalen Brunson n'a jamais été autant fort en playoff que ces dernières années, quoi. Donc, et pourtant, il jouait ses 34-35 minutes par match. Donc, bon, voilà, on verra. On verra, mais on verra effectivement si on ménage plus l'effectif en début de saison, peut-être un peu moins après le Star Break, oui. Mais en début de saison, est-ce que ça ouvre des opportunités à d'autres joueurs? Est-ce qu'il y a des temps de jeu qui diminuent sur les joueurs cadres? Parce que c'est surtout eux qui tiraient dur la saison dernière. À voir lesquels.
On verra. En tout cas, pour l'instant, on va lui laisser tout crédit possible à Mack Brown. En tout cas, il y a des attentes qui sont élevées. Il a un début de saison bien barbu, bien moustachu, quoi. Donc, il va être vite jeté dans la fosse au lion, là. Donc, c'est un coach qui a l'habitude des grands marchés aussi. Bon, Cleveland, on va pas parler de grands marchés, mais il avait officié aux Lakers. C'est pas forcément très bien passé, mais en tout cas, il y avait cette pression aussi qui existe à Los Angeles. Les Lakers, les gars, il y a à boire et à manger dans son aventure là-bas, mais je pense que tout n'est pas forcément de sa faute, hein, je pense. Hein, faut vraiment. Mais en tout cas, il a cette expérience des gros marchés. Et les Lakers, c'est quand même je crois que c'est quand même un des plus gros, voire peut-être même le plus gros marché NBA. Donc, quand tu as été coach là-bas, je pense que tu peux être coach partout. Eh bien, on fait une légère transition avec les Lakers, avec LeBron James. Bon, c'est pas pour annoncer un partenariat avec une marque de spiritueux, hein, non, il nous a un peu... il a fait un peu n'importe quoi sur ce coup, mais bon, ça regarde LeBron. Ouais. En tout cas, cet été, cette intersaison, si elle nous a hypé, est-ce qu'on avait besoin de rajouter de la hype à tout ça? Je sais pas, quand on kiffe les Knicks, la saison dernière nous donnait envie de revenir au plus vite. Mais il y a eu des rumeurs tout le long de cet été. Alors, je parle pas forcément d'un éventuel trade de Pacome Dadier, c'est pas ça qui nous a le plus hypé, qui a suscité de l'attente encore plus, mais il y a eu des rumeurs autour de LeBron, oui, bon d'accord, autour de Ben Simmons. Bon, est-ce que ça vous hype? Moi, personnellement, pas du tout. Russell Westbrook, bon, ouais, pas spécialement, mais un certain grec, Giannis Antetokounmpo. Alors avant l'intersaison, enfin avant le break, déjà ça parlait de lui. Bon, après ça s'est un petit peu tassé, il a été faire sa campagne avec l'Euro et ça s'est plutôt pas trop mal passé pour lui, donc ça lui a donné d'autres éléments pour se détendre, notre ami Giannis. Mais juste avant cette saison, eh bien voilà, il y a eu une rumeur qui s'est confirmée d'un intérêt entre... Ce que j'allais te dire, c'est qu'on était quand même au-delà de la rumeur. C'est que même les insiders ont dit qu'il y a eu des vraies discussions. Des discussions avancées entre les deux équipes. Et qu'il y aurait même eu une offre sur la table. Repoussée par les Bucks. Quelle était cette offre? Ça, par contre, on n'en sait rien. Hein. Seules les deux franchises sont au courant de ce qui a été proposé. Mais il y a eu une offre sur la table. Donc, on est au-delà de la rumeur. Donc ça a été assez chaud. Visiblement, Giannis, est-ce qu'il se plaît, est-ce qu'il se plaît pas on a du mal à savoir. Aux Bucks, avec ses frangins. Ouais, on sait pas. Là, ils l'ont entouré, ils ont fait venir toute la famille, ils ont trouvé des emplois pour tous les cousins et les cousines. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour le retenir lui? Je sais pas. Lui, au départ, il a dit s'il y a une franchise dans laquelle je voudrais jouer, c'est Onyx. Là, maintenant, il aurait, avec son entourage et ses agents, un peu en mode tiens, on sonde le marché pour savoir où je pourrais aller. Parce que lui, ce qu'il veut visiblement, ce qu'il se dit, c'est qu'il veut partir pour une franchise, mais pas la dépoiler par son transfert, forcément. Il veut rester dans une équipe qui est compétitive. Hein, c'est normal. Donc, est-ce que les Knicks ont vraiment les assets pour parce que si les Bucks trade Giannis, ils appuient sur le bouton reset. Tu vas pas faire une Bulls en mode mid-saison, allez, on y va, quoi. Donc, ils veulent des tours de draft, ils veulent des jeunes joueurs avec du talent potentiel. Et les tours de draft, on en a plus des masses. Hein. Et les tours de draft, on en a plus des masses. On a du mec, hein. On a du mec à envoyer. Hein. On a du contrat à envoyer. Oui. Mais est-ce que c'est ça qui va... Ça... Exactement. Alors, soit ça peut être du mec qui retrade derrière pour avoir des tours de draft. Rappelle-toi, ou alors, je roule l'idée. Un deal à 3, quoi. Mais ouais, voilà. Plus compliqué à mettre en œuvre que juste un... Et les mecs transitent, tiens, je te file lui, toi tu lui files ses tours et tout. De toute façon, j'ai l'impression que ça passe beaucoup comme ça maintenant. En tout cas, voilà, ça a été au-delà d'une rumeur, ça a été en tout cas de vraies discussions. Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera à la deadline? Est-ce que si les Knicks sont à la deadline, parce qu'en général, tu as une cinquantaine de matchs qui se sont joués, est-ce que si les Knicks, tu vois, sont en 30-20 ou, tu vois, est-ce que là, les On Rose disent, ok, allez, on y va, on va essayer de chercher le grec et ça, tomate oignon, et on envoie du lourd, ou tu vois, donc tout dépendra, je pense, de notre situation à la deadline,
pour savoir si et puis leur situation à eux, parce qu'imagine que ça marche bien et qu'ils sont deuxième de l'Est ou J'ai un peu premier. du mal à l'imaginer, mais oui, imaginons. On sait jamais, une saison Effectivement, NBA c'est long, donc c'est fait de surprise. Et puis, on peut aussi imaginer qu'en fonction du résultat de la saison, et des playoffs, et du champion, peut-être que c'est des discussions qui se referont à l'été prochain. Les Knicks aussi ont fait quelques mouvements en termes de contrats par rapport à des prolongations. Donc, il y a des contrats qui vont basculer dans d'autres montants. Voilà, ça peut être des discussions qui se prolongent, mais en tout cas, il y a eu un intérêt plus qu'avancé entre ces deux franchises. Les discussions n'ont pas abouti, sinon, bien entendu, on en aurait parlé et tout le monde aurait déjà extrapolé sur l'avenir des Knicks, méga team, super team ou que sais-je. en tout cas, C'est un sujet qu'il va falloir surveiller. Giannis, est-ce qu'il va finir la saison à Milwaukee? En tout cas, ce qu'il faut chacun se fait son avis. Il faut se dire, c'est que Alan Hahn, tu connais, donc un journaliste qui fréquente, donc new-yorkais, qui fréquente le milieu des Knicks, a dit qu'il avait passé quelques temps cet été avec Léon Rose et qu'il avait été très surpris. Mais en tout cas, il avait un peu été choqué par sa façon, c'est-à-dire que c'est un homme qui vraiment pour la gagne. Il est obsédé par la victoire. Donc, il faut bien se dire que... Et puis, il faut quand même saluer son travail, hein, depuis qu'il est arrivé au Knicks, entre quand il est arrivé et ce que l'équipe est devenue. Bon, difficile de lui reprocher des choses. Il y a eu quelques petits couacs, quelques petites erreurs de casting, mais globalement... ça reste... Alors, c'est pas lui l'IGM, hein, c'est le président, des Knicks, c'est pas lui l'IGM. Oui. Mais n'empêche que ça restera un des dirigeants marquants de cette décennie en concernant les Knicks, parce que il a fait du super boulot. Et ce type-là est visiblement obsédé par la victoire. Il a mis un projet en place. Donc je pense pas non plus que ça soit en mode ah bah tiens on va tout exploser comme pour Melo et puis qui vivra verra. Je pense qu'il y a quand même autre chose et il va pas détruire tout un projet qu'il met en place pour un mec en se disant tout va reposer sur lui. Je pense que en termes de hype, parce qu'on parle de hype depuis ce début, la hype elle est déjà positionnée, elle est là, on a une équipe qui est compétitive, on a fait venir de la star avec Karl Anthony Towns, c'était pas plus tard que l'année dernière, l'été dernier. Donc voilà, on n'est pas en déficit de stars. Après, effectivement, aller chercher un Giannis, ça veut dire envoyer beaucoup d'assets. On a des ailiers que tout le monde nous envie. Ça veut dire redéséquilibrer un effectif qui s'est rééquilibré cet été. Donc voilà, attendons avant de fantasmer sur Giannis. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Ouais, Léon... moi, je suis quand même plus, entre guillemets, team... on reste comme ça. Et team, j'aime bien... avoir, tu vois, une équipe deep et surtout complémentaire et avec du talent. Les super teams à la Kevin Durant, c'est pas... justement, c'est une belle transition parce que on attendait aussi des moves de Léon Rose pour essayer de rééquilibrer cet effectif. Et avec pas grand chose, il s'en est plutôt bien sorti cet été en allant chercher un certain Jordan Clarkson qui avait envie d'aller où? À New York. Nulle part ailleurs, à New York, et tant mieux, viens chez nous, ancien Six Man of the Year. Donc on avait un besoin un petit peu de scoring en sortie de banc, je pense qu'il peut y répondre. Hein. Ouais. il devrait pouvoir y répondre plutôt bien. C'est du profil à la Alec Burks, quoi. C'est du bucket first, c'est du mec qui sort du banc, et en fait, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est de scorer, quoi. On lui demande rien d'autre, en fait. Et ça tombe bien parce qu'on attend d'un sixième homme. Et ça tombe bien parce que qu'est-ce que c'est lui? C'est un scoreur en fait. Et Jordan Clarkson c'est un scoreur, donc on avait besoin en plus de. Il faut bien voir que l'intersaison des Knicks, elle est parfaite dans le sens où Léon Rose a su voir ce qui nous manquait la saison dernière, c'est-à-dire une profondeur de banc et surtout une qualité de banc. Tu peux avoir la profondeur, mais sans la qualité. Et là, cet été, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait OK, on se focus sur le banc. Et on va chercher parce qu'on savait qu'il y avait un déficit de talent sur le banc et que quand le 5 sortait, compliqué de scorer derrière. Et qu'est-ce qu'il a dit? OK, on se focus sur le banc et c'est ce qu'il a fait cet été, quoi. Et il l'a plutôt bien fait. On a parlé forcément la saison dernière de Tom Thibodeau, son usage du banc. Bon, faut voir qu'il était quand même très rempli de rookies, qui avaient des qualités diverses et variées, qui n'ont peut-être pas été suffisamment testés,
Mais bon, là, on n'a pas été chercher du rookie, on a été chercher des joueurs expérimentés. Jordan Clarkson, c'est déjà quand même un paquet de saisons, un paquet d'expérience NBA, un paquet de franchises, donc parfait en termes de complément. Et puis, la bonne pioche ou la petite surprise, Cocorico, Gershon Yabusele, revient en NBA la saison dernière. C'est une des satisfactions, il y en a du marasme, du marasme des Sixers. Lui et Grimes. Lui et Grimes en cours de saison, Grimes qui a eu du mal à trouver un accord pour prolonger Philadelphie. Il a été gourmand. Bah, forcément, et il a scoré comme un salaud pendant toute cette période-là. Il a été le franchise player des Sixers. Et après, derrière, il a voulu avoir un salaire, sauf que les Sixers, ils ont dit, en fait, si tu veux, là, toute l'équipe revient, tu vas retrouver ton rôle et le salaire qui va avec. Donc, et comme personne n'était prêt, en fait, à s'aligner là-dessus, il a rongé son frein et finalement, il a accepté ce qu'on lui a donné, quoi. C'est ça. Et alors que nous, côté new-yorkais, Gershon avait envie, c'était une équipe qui l'intéressait, il était courtisé par d'autres équipes, semble-t-il les Denver Nuggets, tiens donc, ceux qu'on rencontrera au mois de février. Mais il voulait les Knicks, absolument. Mais il préférait les Knicks, alors il y a peut-être le côté New York aussi, qui est une ville qui attire au demeurant, mais voilà, au regard de ce que les Knicks ont montré dans l'état d'esprit, dans le jeu, anciennement coaché par Tom Thibodeau, Gershon, sans savoir qui allait être le successeur de Tom Thibodeau, s'est engagé avec New York pour un contrat qui est plutôt très bon. Bien joué New York, bien joué Gershon. Gershon aurait peut-être pu prendre plus d'argent ailleurs. Certains joueurs, des fois, privilégient le salaire, le contrat au regard de et sur son contrat, il a mis une player option. Ouais, ça c'est intelligent de sa part. C'est intelligent de sa part parce que effectivement, si ça se passe mal, s'il n'est pas utilisé comme il l'espérait, à New York, on a pu voir des expériences avec des Français qui n'ont pas été tout le temps très très joyeuses. Eh bien, il a une porte de sortie l'été prochain, donc à voir. Il s'en servira peut-être aussi pour revaloriser son salaire. On discutera tout ça l'été prochain, mais en tout cas, voilà, c'est pour 12 millions qu'il arrive. C'est à la saison ou c'est pour les 2 saisons? Je sais plus, j'ai vu passer le chiffre, mais en tout cas, pour un montant relativement dérisoire, les Knicks n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre au regard de la situation contractuelle des premiers et seconds Apron. Mais voilà. Il a signé pour 12 ans, et 11 275 000. Donc, pour 2 ans avec une année garantie et la deuxième année avec une option joueur. Voilà, donc il a signé pour 2 ans. Voilà, donc belle signature, bel ajout. Un intérieur plutôt mobile, plutôt polyvalent. Il y a des qualités défensives comme offensives. Un joueur qui a le potentiel pour être un chouchou du Garden, à voir s'il aura réellement cette opportunité-là et cette possibilité-là. On verra comment Mike Brown va l'utiliser. Mais voilà, en tout cas, en termes de renfort du banc, Clarkson plus Yabusele, plutôt un bon moyen de renforcer la rotation des Knicks, tout en conservant les petits jeunes, que sont Hugh Porty, Tyler Collect, Dadier. Il y a eu des rumeurs. On a vu à un moment donné passer un certain Malcolm Brogdon. Bon, finalement, vous le savez depuis la semaine dernière, Malcolm Brogdon, il a décidé de prendre sa retraite. Bon, peut-être que c'était une façon d'éviter de se faire cut et plutôt sortir par la belle porte. Ça a un peu surpris. Moi, je trouvais que l'addition de Malcolm Brogdon pouvait être un bon ajout en termes de 2e voire 3e meneur derrière JB. Sur le papier, c'était pas mal. Un ancien meilleur 6e homme de l'année aussi avec les Celtics. Non, mais encore une fois, c'était intelligent de la part de Léon Rose d'aller chercher du banc, de la qualité. Il avait vu qu'il manquait un ball handler, un gestionnaire en sortie de banc. Mais on a très vite vu pendant les matchs de pré-saison que c'était compliqué. D'ailleurs, je pense que le coaching staff aussi, parce que son temps de jeu était vraiment limité à surtout des fins ou des 4e quart-temps. Là où tu avais beaucoup plus d'autres joueurs qui étaient testés avec plus de temps de jeu. Je pense notamment à Tyler Collect. Et c'est vrai que c'était plus compliqué. Même si ce qui montrait en termes de gestion de balles et de gestion d'effectifs, c'était pas mal. Il y a du QI basket, il y a du ball handling, il y a de l'expérience, quoi. Mais je parle pas de talent, mais je parle en fait de coffre, je parle de physique. Et c'est vrai que tu sentais que ça pêchait, ça tirait un peu. Ouais. Et je pensais qu'ils allaient peut-être le retaper ou quoi, mais je pensais pas qu'en fait finalement c'était mentalement que le mec il y était plus, et c'est ce qu'il explique. Ouais. Il explique qu'en fait, il avait pu le descendre dans le réservoir pour affronter une saison complète. Ouais. C'est un joueur il faut le rappeler, qui a été plutôt catégorisé injury prone. Ouais. Rarement des saisons
pleine, des blessures à répétition, donc ça demande aussi des efforts de réhab à chaque fois, de rééducation compliquée, malgré le projet, malgré la porte qui lui a été entrouverte. Et ben non, il nous a un peu surpris. Moi j'ai trouvé ça surprenant en tout cas cette annonce de retraite. Je pensais qu'il aurait passé le cut du training camp. Quoi. Et puis l'Enix était prêt à lui faire une place dans le roster. C'est-à-dire que là il a eu fait signer un Exhibit 10, je crois, un truc comme ça. Alors ce sont des contrats pour les assurances. Pour couvrir, voilà, pendant les matchs de pré-saison, au cas où les mecs se plaitent, pour que voilà, leurs assurances les couvrent. C'est en aucun cas un engagement du club. Hein, c'est juste entre guillemets pour l'assurance, une sécurité. Voilà, prends ta licence parce que t'as pas ta licence pour jouer entre guillemets. Mais après d'ailleurs les rumeurs se faisaient très insistantes parce que il y avait lui et soit Shamet ou d'autres mecs, on va parler des Ryan, Matt Ryan et Garrison Matthews. Et voilà Matthews. Et donc les Knicks étaient prêts, mais c'était surtout lui en fait qu'on voulait conserver. Donc vraiment les Knicks le voulaient lui. Et je pense que tout le monde a dû être un peu surpris en mode. Et d'ailleurs, depuis qu'il a pris sa retraite, les rumeurs sont tombées. Ah, mais se sont éteintes. Oui. On garde les jeunes et puis. Oui. Bon, on va revenir sur une autre addition réelle des Knicks cet été, c'est Guerschon Yabusele. Parce que oui, il y avait une campagne internationale cet été, ne l'oublions pas, on n'avait pas de joueurs des Knicks actifs dans cette campagne à la base, et puis Guerschon a signé aux Knicks, et puis Guerschon était capitaine de la sélection française, des Bleus. Bon, un Euro compliqué, hein, des matchs d'entraînement, de préparation plutôt aboutis, certes, voilà, des petits highlights plutôt sympas, un rôle de leader, de capitaine qui a été complètement embrassé par Guerschon, dans une compétition de transition, hein. Il manquait des joueurs cadres, il n'y avait pas Wemby, il n'y avait pas Rudy, il n'y avait pas Evan, il y avait une sorte aussi de passage de relais, de changement de génération. Ouais, exactement. Non, c'est sûr que le résultat n'a pas été au rendez-vous pour l'équipe de France. Oui, se faire sortir au 8e par la Géorgie, terrible déception. On n'avait pas un niveau d'attente élevé, mais pas non plus une sortie aussi vite, quoi. Ça, c'était très, très dommage. Non, c'est dommage parce qu'en plus, derrière, je crois que c'était qui que tu devais affronter? Tu devais affronter la Serbie, et la Serbie qui se fait sortir par la Finlande. Donc, il y avait quand même un chemin, quoi, pour... je dis pas pour gagner, je dis pas pour gagner, mais en tout cas, pour faire largement mieux. Et c'est que cette équipe a déçu, mais comme tu l'as dit, c'était une équipe aussi de transition. On n'est pas dans un creux générationnel parce qu'il y a quand même du talent. Hein. Il y a quand même des Rizaché qui sont venus, des Sarr qui sont venus. Donc il y a quand même du talent qui est là. Mais ouais, après derrière, on a une génération couronnée de succès qui est en train de dire au revoir. Et changement de sélectionneur aussi. Changement de sélectionneur avec Fotou qui a pris la place de Collet. Donc aussi, hein, une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire marcher l'équipe. Et là, on a cette nouvelle vibe qui arrive avec des joueurs talentueux. Donc, à voir comment eux aussi, ils vont prendre le flambeau et puis ils vont. Mais c'est vrai que cette compétition, elle était avec presque pas deux générations chevauchées l'une sur l'autre. Mais disons qu'il va falloir que ça se passe mieux pour les prochaines compètes, quoi. Ça serait bien, donc. Oui, quand même. Et Guerschon, comment tu l'as trouvé dans cette compétition? Parce que voilà, quand il a signé à New York, on était tous super contents. On sait qu'il a apporté beaucoup aussi avec l'équipe de France, qui s'est relancé, qui s'est redonné de la hype. On pense notamment à son bon petit dunk sur LeBron James en finale des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Mais voilà, il a endossé un nouveau rôle, plus de responsabilité dans le leadership, là où c'était un joueur plutôt de complément, de sortie de banc. Là, il se retrouvait titulaire, des fois un petit peu poste 5 par défaut. C'est un joueur valeureux, un soldat, mais pas non plus le plus grand sous la toise. Hein. On est plutôt sur un joueur costaud, mais large que haut. T'as vu que Mike Brown aussi, hein, il y réfléchit, il le fait jouer en 5, il en a parlé, il a dit il faut qu'il comprenne certaines choses et tout ça. Enfin, donc visiblement aussi, c'est un projet des Knicks de le faire jouer un peu en 5. Peut-être plus small ball, plus on écarte tout. Donc, comment je l'ai trouvé? Je pense qu'il a la qualité pour être un véritable leader. Ça, c'est sûr. Moi, je suis tombé amoureux de Guerschon Yabusele, surtout au JO de Tokyo. Ah, il était extraordinaire. Au JO de Tokyo, c'était le meilleur joueur français. Au JO de Tokyo, il était
extraordinaire. Enfin, je veux dire, il avait un niveau de fou. Je dis pas qu'ensuite non, parce que ça a toujours été un excellent joueur pour l'équipe de France. Moi, j'aime beaucoup son style et j'aime beaucoup ce qu'il est. Là, c'est sûr que cette fois-ci, c'était lui presque la première option de l'équipe. Donc, est-ce que c'est là son véritable rôle un peu? C'est que t'es comme à une époque quand on voulait que Nico Batum soit la première option de l'équipe. C'est pas la pas façon dont il joue en fait. Voilà, c'est ça, c'est pas dans son ADN. Ce sont des leaders vocaux, sont des leaders charismatiques. Mais je pense pas que ce soit des leaders techniques. Quand je dis ça, c'est à rien préjudiciable parce que moi, j'adore Gershon, mais je pense pas que ce sont des. Tu vois, est-ce qu'un Jalen Brunson, est-ce que c'est un leader vocal ou est-ce que c'est plus un leader technique? Tu vois, je pense que c'est plus un mec qui montre par le jeu. Effectivement, il y a plusieurs types de leadership. Et là, il a dû endosser la responsabilité, la parole. Et il a plutôt bien fait son rôle de capitana. Moi, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, même rien. Tu sais, c'est comme Nico Batum ou avant ça, Boris Dio. C'est-à-dire que ce sont des mecs de devoir. Ce sont des mecs qui ont la tête sur les épaules, qui savent trouver les mots justes au moment. Exactement. Après, d'un point de vue sportif, effectivement, on a senti qu'il se cherchait. Il y a eu des moments où on s'est dit, on attend plus d'un capitaine, on attend plus de Gershon, c'est lui qui a de l'expérience, il a les qualités de jeu pour. Mais il se cherchait sur le terrain. Il a fait une très belle réponse, je sais plus contre qui. C'est ce que j'allais dire, il y avait un match là où il était en feu, il scorait comme il avait envie, et c'était royal de voir ça. Mais c'était un épiphénomène dans sa campagne. Parce que voilà, c'est pas ça qu'on attendait pour que l'équipe. Gershon, c'est pas un mec qui va. Gershon, mais même avant. La Pologne, je crois. Ouais, ça va être la Pologne. Même avant Montréal, c'est pas un mec qui va te tourner à 20 points par match. C'est un mec qui, comme tu dis, c'est par la parole. Il peut le faire, mais c'est pas ça qu'on attend. C'est par la parole, c'est par la grinta, c'est par l'énergie qu'il met sur le terrain. L'engagement physique. Regarde un Josh Hart. Un Josh Hart. Je pense que c'est dans le même état d'esprit, si tu veux, qu'un Gershon. C'est des, on va dire, des laborieux, quoi. C'est-à-dire, quand je dis des laborieux, c'est pas dans le mauvais sens. C'est des mecs de labeur, de travail, de hargne, de grinta, clairement ce qui compose, en fait, l'ADN des Knicks. C'est-à-dire, en fait... physique aussi. Voilà, c'est des mecs physique, qui va se taper le torse sur un truc, qui va se jeter sur un ballon, qui va te faire un gros contre à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'on a aussi adoré Isaiah Hartenstein? C'était le même état d'esprit, en fait. C'était le même état d'esprit. C'est un col bleu, c'est un véritable col bleu. Et voilà, voilà, je pense qu'en équipe de France, faut pas s'attendre à ce que ça soit lui qui porte l'équipe, comme à une époque avec Tony Parker, que ce soit lui la première option. Je pense que c'est pas ça qu'on lui demande. Et je pense que surtout ce qu'on lui demande, c'est d'être le capitaine, le mec qui va venir rassurer le jeune parce que il a connu un déficit de tir la veille. Celui qui va venir, qui va mettre la bonne ambiance dans le groupe, celui qui va fédérer autour de lui. Donc je pense que c'est plus par rapport à ça. Donc après, moi, quand j'entends dire Onyx, que peut-être qu'à un moment donné, il va gueuler. Je sais pas si quand tu arrives dans une équipe, c'est pas pareil. Gershon, en équipe de France, il a une véritable histoire et il a une véritable légitimité au sein du groupe France. Pour l'instant, il arrive à New York. Un petit dernier, quoi. En fait. Il arrive à New York. Il a l'expérience NBA. Voilà. Je sais même pas si ça sera lui le 6e homme. Tu vois, je le vois plus en 7e homme. On va en parler. Mais tu vois, je pense pas qu'il, peut-être en fin de saison, peut-être que quand il aura véritablement fait son trou, qu'il pourra, tu vois, parler dans le vestiaire. Mais je le vois pas en fait dire, oh les mecs, enfin, non, je trouve que ça serait malvenu. En plus, dans un groupe qui a déjà une année ensemble, pour certains, c'est pas lui qui va être le leader vocal du vestiaire. Peut-être qu'il aura son mot à dire, mais ça sera pas lui. Il était tout à fait légitime dans ce rôle avec l'équipe de France. Avec les Knicks, il apportera du leadership, pourquoi pas sur le terrain, effectivement, par l'engagement, par l'exemple, par la combativité, par la défense, l'opposition et tout. Mais pas au-delà. Faut pas attendre quelque chose de plus de Gershon. Ou alors on se trompe, parce qu'on se dit, tiens, parce que c'est le capitaine des Bleus, ça va devenir le capitaine des Knicks. Non, et puis, capitaine. Et puis il est Il y a déjà des joueurs vocaux en plus. Il est revenu l'année dernière en NBA. Là, c'est son deuxième saison après un retour réussi.
Je pense pas qu'il faille lui donner un rôle plus important que ce plus grand que voilà. ce qu'il faut. En tout cas, pas pour l'instant. Mais voilà, faut garder quand même la tête froide. Gershon en équipe de France, c'est Gershon en équipe de France. Et Gershon Onyx, ça sera un autre joueur. Il faut pas mélanger les deux rôles. Mais déjà, si on a le Gershon des Sixers de son retour, et je pense qu'on sera extrêmement heureux de ça, quoi. Mais après, je ne sais pas si c'est un peu l'été des Français en fait, Onyx, puisque on a eu un joueur français drafté, on en parlera peut-être à personne de Mohamed Diawara, mais on a également un petit jeune, Adam Abal, qui a signé pour 60 minutes Onyx, qui a été coupé par la suite. Pour aller chez Cernix, pour aller dans l'équipe de G-League. Mais voilà. Pour être dans l'équipe de G-League. Mais après, moi, Léon, s'il veut m'appeler, je signe même pour 30 minutes. Mais pendant l'espace de quelques minutes, je crois que c'est... On en avait 4. Je crois que c'est 62 ou 66 minutes, un truc comme ça. 66, ouais. Et il y a eu 4 Français au New York Knicks. Et ça, incroyable. Incroyable, qui l'aurait cru. Bon, au rayon des joueurs qui ne sont pas les mêmes en sélection et en équipe... Et ben il y en a un autre qui s'est remontré encore. Et lui, on se demande si la retraite elle est vraiment effective. C'est Carmelo Anthony. Bah oui, il a fait encore une partie de l'actualité de l'intersaison. Le Hall of Fame, vous le savez, c'était son grand moment. Le Hall of Fame, il l'attendait. Il a préparé son beau petit discours, voilà, touchant aussi, émouvant. Melo qui sait aussi être un homme de médias, il a toujours su le faire, hein, et encore plus avec l'âge. Il s'aguerrit en tout cas dans ce domaine-là. Il sera consultant, je crois, sur NBC ou Amazon, je sais plus, enfin bref, sur les nouveaux diffuseurs de cette saison. On devrait le retrouver au micro pour des plateaux, des analyses, que sais-je. Et puis, il faisait partie des joueurs mis en légende à l'honneur de la cover de NBA 2K, le jeu de simulation basket référence. Et cette année, c'était pour Melo au niveau de l'édition légende. Donc un Melo qui ne quitte jamais réellement l'actualité. Et lorsqu'il a fallu poser avec des maillots ou même parler de ses franchises, il a parlé bien sûr de Denver, qu'il a drafté, numéro 15, vous savez, hein, Jokic, tout ça, le voyage. Et puis des Knicks. Hein, il n'a pas parlé de toutes ses franchises, mais les Knicks, c'était une équipe qui lui tient à cœur. De là, le débat sur le retrait de maillot, il a passé son prime Onyx, ça serait quand même dommage qu'il n'en parle pas, quoi. Oui. Non mais forcément, il a mis cette franchise à l'honneur, et il a dit en quoi New York était si important pour lui. On peut le comprendre. Bon, de New York, Springfield, on passe à Abu Dhabi, et oui, le pays des Émirats Arabes, qui accueillait les Knicks pour, ces Global Games, 2 matchs de pré-saison qu'on a pu suivre à distance, et en l'occurrence lors de notre seconde viewing party. C'est ainsi que les Knicks lançaient leur pré-saison. Bon, ça fait toujours un petit peu de team building, faire quelques sorties dans le désert, à dos de chameau, ou avec des faucons, ou que sais-je, un peu loin de leurs domiciles principaux, hein, voilà, un petit peu de business trip. C'était plutôt sympa de voir des images autres que les images habituelles, voir Mike Brown à dos de chameau, Oji Anunoby à dos de chameau, Patrick Ewing aussi. Bon, voilà, c'est marrant. Pauvre chameau. Pauvre chameau. Bon, ils sont habitués à porter des charges lourdes, mais effectivement, Patrick Ewing en mode retraité, je pense que ça doit faire un petit poids. Et tu m'étonnes que la bestiole, elle avance moins vite dans les dunes. Bon, est-ce que les Knicks ont avancé vite dans les dunes? En tout cas, maintenant, on va parler un petit peu sur les parquets, sur les terrains. Qu'est-ce qu'on a vu de tout ça? Il y avait 5 matchs de pré-saison. C'est pas toujours le même volume de matchs de pré-saison que les Knicks jouent. Une pré-saison où il y avait des petits bobos à soigner, il y avait des nouveaux joueurs à intégrer, il y a à chaque fois aussi un effectif qui est largement plus large que celui qui va avoir lieu, qu'on va voir en saison régulière. Bon, on va pas revenir en détail sur chacun des 5 matchs. Ça s'est traduit et ça s'est fini surtout par un bilan de 4 victoires, 1 défaite. Bon, on n'aurait peut-être pas dit que cette défaite elle allait avoir lieu contre les Washington Wizards, mais bon, la pré-saison peut être parfois surprenante. Tu veux dire, on a été détruits, quoi. Ouais, un blowout, quoi, tout simplement. Hein. Après des blowouts, on en a infligé quand même 2 aux Sixers. Les matchs d'Abu Dhabi, alors je sais pas s'il y avait le décalage horaire du sable dans les chaussures, mais côté Philadelphie, c'était pas fameux. Les Knicks, nous ont montré des choses, de là en tirer de très gros enseignements compliqués. Hein. On a eu des 5 de départ un petit peu différents aussi à chaque rencontre. Des joueurs qui sont fait mal. On a eu des blessures aussi.
Ouais, c'est pas forcément toujours très rassurant de commencer la pré-saison avec des blessures. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que on a été jusqu'à présent un peu épargné par les bobos. Et là, déjà, dès la pré-saison, on a Josh Hart qui se pète. Ensuite, on a OG qui a pas joué 2 ou 3 matchs. On a 4 qui a pas joué les 2 derniers matchs. Enfin, on a eu voilà on a Mitch aussi qui a été écarté. Attention que finalement on n'ait pas un retour parce que je pense que les blessures, si les blessures sont là, c'est pas pareil, quoi. C'est pas forcément, c'est pas pareil. Hein. J'enfonce une porte ouverte. Hein. Mais on peut le dire pour Philadelphie. Hein. Quand il y a des blessures, on voit que c'est pas pareil. Hein. Mais la saison dernière a été cata pour eux. On sait qu'on a quand même une équipe relativement faite de joueurs, on va dire, fragiles. Des OG que quand tu trembles toujours quand ils se réceptionnent, des Mitch pareil. Là, tu sais, là, on a su d'entrée que Josh Hart allait avoir un problème au doigt et qu'il s'est pas fait opérer durant la saison, qu'il s'était fait opérer mais que ça n'a pas tenu, qu'il allait jouer comme ça donc durant toute la saison avec son problème au doigt. Et là, il se refait mal sur le premier game. Et puis ça communique pas, tu sais pas trop sa période, combien de temps il va être tenu écarté, enfin donc ouais, je suis pas, on n'est pas non plus. Autant on pouvait être hypé par cette équipe. Est-ce qu'on est très très confiant au regard de la pré-saison? Alors le bilan 4 ans, on pourrait dire oh super, les Knicks ils sont en forme, ça joue, ça score. C'est de la pré-saison, il faut voir les effectifs de part et d'autre. Oui. Bon, on tire pas de conclusion sur une pré-saison. Mais les petits bobos, les petits couacs, le petit fait qu'ils aient été ménagés un petit peu tous, sauf Jalen Brunson. Bon. On peut se poser des questions. Sauf Mikal aussi. Mikal qui est l'Iron Man par définition. Ouais, JB et Mikal, alors pas le match contre Charlotte, mais sinon ils ont joué tous les matchs. Ouais. Mais autrement, voilà, on peut se poser des questions. Alors après, il y a peut-être de la précaution pour se ménager pour les grands rendez-vous. Et les grands rendez-vous, ils vont arriver cette semaine. Mais voilà, on espère en tout cas que les pépins physiques seront très légers cette saison, qu'il n'y en aura pas trop, pas tous en même temps, parce que ça pourrait effectivement contrecarrer pas mal de plans de notre ami Mike Brown maintenant. Donc voilà. Après, dans le jeu, Mike Brown voulait du jeu plus offensif, plus de rythme, plus de spacing, des shoots plus rapidement pris, du Jalen Brunson plus off-ball. Est-ce qu'on a vu ça en pré-saison? Bon, oui et non. On a eu un peu de tout. Hein. On a eu des périodes aussi où la défense des Knicks était plutôt très permissive, très poreuse. Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut attendre? Je pense pas que Mike Brown il a dit aux gars bon vous défendez pas. Semble-t-il il leur a pas mis de système en place là pour cette pré-saison. C'était un peu allez jouez en fonction de vos instincts, de vos feelings, de la façon dont vous positionnez sur le terrain. Ressentez le jeu. Ok, bon, les joueurs, c'est des joueurs aguerris pour la plupart. Il a beaucoup parlé aussi avec les joueurs sur les temps morts. Souvent, il faisait sortir le mec les rookies pour, aussi, pour leur parler, pour leur dire nana. Donc, et après, derrière, il prenait un temps mort, il faisait sortir le type, il parlait avec lui, il reprenait un temps mort, il refaisait rentrer le type. Donc, non, mais c'est vrai. Hein. Et il a beaucoup de communication avec ses joueurs. Ouais. Et ça, normal, nouvel effectif, il faut instaurer un petit peu une relation de confiance et dans le jeu, les joueurs, les cadres, l'essentiel, l'ossature de l'équipe, elle se connaît, elle a vécu une longue saison, une longue bataille de playoff aussi, même si ça ne s'est pas terminé comme on l'aurait tous espéré. Mais là, voilà, on veut changer des choses, on veut ajuster des choses, il y a une nouvelle philosophie de coaching qui doit se prendre en considération. Donc voilà, c'était aussi une période d'adaptation. Bon, il n'y a pas d'alerte à avoir non plus, hein. C'est pas comme si tout l'effectif était décimé et si on n'avait pas su développer du jeu. On a vu des bons petits passages, c'était plutôt intéressant, mais voilà, toujours trop tôt pour tirer des conclusions. La saison régulière et la première dizaine de matchs va être intéressante pour voir un petit peu comment tout ça prend forme. Oui. Les rotations qui étaient intéressantes de voir aussi, qui sort à la place de qui rentre à la place de qui, c'était plutôt intéressant de voir aussi sur cette profondeur de banc jusqu'où ils pouvaient aller, voir aussi si les sophomores, enfin les rookies de l'année dernière, allaient être plus responsabilisés. On a pu le voir pour certains, pas comme Dadier qui a été titulaire sur le tout premier match, si je dis pas de bêtises, le tout premier match de pré-saison. Cocorico, pas comme Dadier. Alors on était encore à l'époque sur les rumeurs de transfert. Donc est-ce qu'il n'y avait pas une forme de je te mets en valeur, je t'expose, c'est pas sur le
deuxième match qu'il est titulaire? Non, c'est sur le premier. Je reprends la box score, il est titulaire sur le premier. Il commence plutôt bien sa rencontre et puis ça rentre très très vite dans le rang, 15 minutes et puis 4 petits points. Bon, 0 sur 5 à 3 points. Voilà, il y a de l'envie, mais est-ce que ça sera suffisant? À voir. Voilà, au regard de ces 5 matchs, toi, est-ce qu'il y a un joueur ou deux qui t'ont tapé dans l'œil, qui t'ont fait réagir, qui t'ont confirmé des craintes ou au contraire des assurances par rapport à ce que tu prévoyais d'eux pour la saison à venir? Voilà, est-ce qu'il y a quelques joueurs que tu voudrais mettre en avant pour cette fin de rétrospective d'intersaison? J'ai bien aimé la montée en puissance de Jalen Brunson sur le dernier match. Ça y est, il retrouve ses marques, il retrouve ses 3 points, son adresse, ses lignes de pénétration. Donc les matchs de pré-saison ont fait son effet. L'activité de Mikal Bridges aussi, on le sent un peu plus. Il court plus sur le terrain, on le sent avoir plus. Bon, aussi parce qu'il y a eu des blessés, mais on le sent aussi avoir plus la balle en main. Il a eu plus la balle en main, il s'est moins cantonné à être le spot-up. Je veux dire, il a quand même eu plus, aussi parce que Mike Brown veut un jeu assez fluide en attaque où les ballons circulent beaucoup. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Alors ça, après d'ailleurs, on a trop peu vu de Kat, on a trop peu vu d'Oji, on a trop peu vu Mitch, ces mecs-là pour pouvoir véritablement dire ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé. Ce qu'on a vu par contre, c'est que pour Mike Brown, 4 est un 4, j'ai envie de te dire, puisque dès le premier match, le pivot titulaire était Mitchell Robinson et le ailier fort était Karl Anthony Towns. D'ailleurs, il a parlé de cette relation. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? Je trouvais que Tyler Kolek avait fait de bonnes pré-saisons. Alors c'est vrai qu'on peut lui reprocher son adresse extérieure, mais que quand il arrive à faire ses pénétrations, il arrive à trouver les mecs à la passe, il arrive à renverser le jeu. Je l'ai trouvé plutôt intéressant dans sa façon de gérer l'attaque. Moi, j'ai trouvé que il avait été plutôt satisfaisant. Mo Diawara aussi, le rookie, avait amené cette énergie. Alors c'est pareil, tu sens que pour l'instant, peut-être c'est un rookie. Voilà, peut-être au niveau du talent, c'est peut-être un peu, pour l'instant, par rapport au reste du roster, un peu limité par rapport au reste du roster, je parle. Mais en tout cas, du coup, il va compenser par son énergie et par sa défense. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de sa part, ce profil-là, d'un 3-4 long, qui peut défendre, qui est mobile. Donc, tu comprends pourquoi est-ce que les Knicks l'ont sélectionné, parce que c'est pareil, c'est un joueur de devoir. Donc, qui pourrait s'inscrire parfaitement dans l'état d'esprit que les Knicks ont depuis l'année dernière et même l'année d'avant avec Dante et compagnie. Donc, cette équipe de sacrifice, on va dire. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Écoute, étonnamment, j'ai bien aimé aussi les deux intérieurs. Hugh Porty, je trouvais que c'était intéressant ce qu'il avait donné. Et ce gars-là, que j'attendais rien, et pourtant, Jamison, The Third. Qui a un two-way, il a un two-way contract, donc comme Macular, je crois qu'ils sont 3 à avoir un two-way. Il y a lui, il y a Macular et je ne sais pas qui d'autre a un two-way. Enfin bref. Moi j'aurais dit 2, mais ou peut-être Diawara, peut-être que. Peut-être que c'est lui, ouais, peut-être que c'est lui. Du coup, donc. Alors, les two-way peuvent pas jouer en playoff, mais ils peuvent jouer en saison régulière, ça n'empêche pas. Oui, et il convertir le contrat aussi en courant de saison. Il fera beaucoup d'allers-retours avec la G-League, évidemment. Mais, écoute, je l'ai trouvé bien meilleur que ce que j'avais vu d'Alex Len, qui était vraiment catastrophique. Alors lui, Alex Len, horrible, enfin je sais, voilà, bref, je vais même pas m'attarder dessus, mais j'ai trouvé que Jamison avait été plutôt bon dans sa défense, en tout cas, je l'ai trouvé plutôt intéressant. On a retrouvé aussi un Cat un peu pleureur, un peu chialeur, enfin voilà, donc il m'a un peu, sur un match, c'était plus contre lequel il m'a un peu gonflé. Et puis, par contre, la défaite, tu peux avoir une défaite contre les Washington Wizards, c'est pas un problème. Mais en fait, c'est qu'on affrontait la seconde équipe des Wizards contre la seconde équipe des Knicks. Et on s'est fait détruire. J'ai senti sur toute cette intersaison, tu vois, on en parlait, un Gershon un peu... se cherche. Un peu en mode je me cherche, un peu paumé, un peu des fois... à un moment donné, d'ailleurs, on a bien vu, à un moment donné, quand il a pris un 3, qu'il a marqué ce 3, qui lui...
Et tu vois, enfin, j'ai enfin pris le 3. Ouais. Mais ouais, je l'ai trouvé souvent dans le mode je sais pas où faut que j'aille, je sais pas où faut que je me place. Souvent ouvert, ses coéquipiers le trouvaient pas forcément ou le cherchaient pas forcément. Donc ça après, joue pas beaucoup à l'intérieur, hein. On est plutôt sur du shoot externe. Et puis quand tu es en seconde unit avec un Jordan Clarkson, ouais. Bah, tu sais que si tu lui passes le ballon, tu as peu de chances de le revoir. Et encore, j'ai pas trouvé Jordan Clarkson tant trou noir que ça. C'est un shoot first quand même, quoi. Évidemment, mais je l'ai pas trouvé tant trou noir que ça. Je l'ai trouvé aussi un peu dans la distribution. Un Deuce McBride, pas mal, qui est en train de revenir. Bah, moi, je l'ai trouvé plutôt affûté, le garçon, plutôt prêt, on va dire, pour cette pré-saison. Des inquiétudes, des interrogations par rapport à son rôle, forcément, après la saison dernière, qui nous avait laissé peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on aurait aimé de McBride. Là, le fait d'avoir un Clarkson qui arrivera à ses côtés pour apporter du scoring, ça devrait le libérer, ça va pas faire reporter tout l'apport-point de la seconde unit sur les épaules de McBride. Si tenté soit-il qu'il soit en sortie de banc et pas titulaire. Ça, on va en parler dans la seconde partie. Mais ouais, j'ai trouvé plutôt dans les satisfactions de la pré-saison, oui, Brunson il a fait du Brunson sans forcer, et il a montré que quand il voulait être le patron, il était le patron, et que McBride, c'était plutôt une belle pièce, et je pense que, alors au regard du contrat en plus qui est parfait par rapport à la situation qu'on peut. C'est pour ça que les Knicks ne veulent pas l'échanger aussi. Hein. Bah oui, parce que c'est un très très bon rapport qu'il était pris, très bon état d'esprit, il a la connaissance du vestiaire et des joueurs avec lesquels il fait équipe depuis un moment, hein. C'est le deuxième plus long Knicks avec Mitchell Robinson, c'est dire, on regarde son expérience, mais ouais, j'ai trouvé être une satisfaction de cette pré-saison. Je mettrais un petit peu aussi une surprise sur Diawara, parce que voilà, rookie, fin de second tour, c'est ça, une Summer League qui était intéressante, mais on savait pas trop, est-ce que c'était pour être envoyé en Europe et tout. Et ben moi je trouve que Diawara m'a fait plus forte impression que Paco Dadier. Donc à voir qui aura le plus long parcours au Knicks. C'est pas le même minutes de match. Disons que Dadier, tu sens qu'il a quand même plus de ballons. Tu sens quand même que mais... en termes de talent, hein, je vais te dire, en termes de talent, de basketteur, plus brouillon peut-être. Tu sens Mohamed Diawara. Et Mohamed Diawara, tu sens que c'est plus un joueur de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être plus un gros défenseur. Tu sens quand même, comme Dadier, qui a plus d'aisance avec le ballon, tu vois, mais aussi qui est. Alors, je ne connais pas l'âge de Mohamed Diawara, les deux, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le même type de joueur, de profil, de bonhomme. Et t'en as un qui a plus le couteau entre les dents, quoi, clairement. Hein, les deux ont 20 ans. Les deux ont 20 ans aujourd'hui. C'est des joueurs très très jeunes. On va leur laisser le temps, hein. Je veux dire, le projet il repose pas sur eux, mais voilà, sur cette pré-saison, Mohamed Diawara a réussi à se faire voir, dans le bon sens du terme. Hein. Va te faire voir. Là où Paco Dadier, qui était peut-être déjà sur un strapontin pour pourquoi pas prendre une porte de sortie, et puis entre autres la situation de Malcolm Brogdon pouvait accélérer les choses. Eh bien voilà, est-ce qu'il a convaincu? Pas forcément. Bon, on attendra d'en voir un peu plus pour se faire un avis définitif en tout cas. Mike Brown l'a un peu challengé, je pense, dans ses déclarations, mais a plutôt aussi tenu de bonnes paroles hein, pour lui, hein, en disant qu'il croyait en lui, qu'il fallait que non, mais évidemment qu'il n'allait pas dire ça. Il va être un peu tôt pour le torpiller. Bon, je viens d'arriver, lui, franchement, il est nul. Dégagez-le. Qu'est-ce que c'est que ce type? Il est pourri. Non, mais... Qui lui a donné ce contrat? Non, mais tu vois, est-ce que... Moi j'ai envie de dire, on en reparle là, au bout de 20 matchs, on voit comment se situe ses minutes et tout, son usage. Je pense que Tyler Collick aura plus de minutes au bout de 20 matchs que Paco Dadier, c'est mon avis. Eh bien écoute, moi j'ai envie de prendre le pari, non pas que je suis pas d'accord, mais de te donner rendez-vous pour voir si effectivement on a raison sur cette histoire de quel sophomore va avoir le plus de temps de jeu, qui va être le plus responsabilité, qui aura plus de matchs. Les stats, ça c'est encore autre chose, mais on verra l'utilisation. Il y a eu Porty, attention, hein, dans les sophomores. Aussi, et il y a McCullar, ça en fait un paquet. Donc moi, ce que je te propose, c'est de voir ça tous les deux sur la seconde partie de l'émission. Mais comme c'est une émission de rentrée, comme c'est une grosse émission et que ça faisait longtemps que vous ne nous aviez pas entendu, que vous n'aviez pas vu nos ganaches, eh ben on va faire un petit break et on va lancer le deuxième épisode en partie 2
demain. Et oui, on garde les micros, on garde les voix bien chaudes, on boit un petit coup et on vous donne rendez-vous demain pour la suite sur la projection. Qui va être dans la rotation? Quels matchs vont gagner les Knicks cette semaine? Quels matchs vont-ils perdre? Combien de matchs vont-ils gagner à la fin de la saison? Et bien ça sera dans la partie 2, exceptionnellement pour la reprise, pour la rentrée. La NBA redémarre dans, 2 jours. Les Knicks vont être champions. Les Knicks 3. Voilà, et ben on vous dit tout en partie 2, mais pas tout de suite. Non, ça sera pas ce lundi sur les antennes, sur les ondes, sur les plateformes de streaming. Ça sera demain, ça sera mardi, que vous aurez la seconde partie. Nous, on enregistre tout ça tout de suite, et vous l'aurez demain. Donc voilà. Avenix Weeks, partie 1, c'est terminé. On vous donne rendez-vous demain pour la partie 2, et pour nos projections, nos pronos. Allez, c'est parti. Pas bonne semaine, j'ai envie de dire pour lundi, tout simplement.